Alors, ce livre, en fait, sur l'immortalité, c'est venu à la suite d'une réflexion que je me suis faite. Et l'âge venant, je dirais, puisque je vais avoir Non. 84 ans Hum, maintenant, et donc je suis plus près de la fin de ma vie plutôt que du début, euh, une réflexion effectivement sur toute cette thématique de la mort, de l'au-delà, et voire de l'immortalité. hum, Et effectivement, ce thème de l'immortalité, il est éternel. Je me suis longuement, comment dirais-je, enfin, parcouru beaucoup d'ouvrages, d'articles hum, venant d'auteurs tout à fait différents qui ont développé cette thématique de la recherche de l'immortalité. Alors, si vous voulez, concrètement, mon livre, je l'ai découpé en quatre parties. Une première partie, la mort est-elle la fin ultime des choses? La deuxième partie, l'immortalité promise par à la fois les religions, les mythes, les légendes. Ensuite, la partie suivante, les Les sociétés sociétés secrètes, initiatiques, oui. les Oui. sociétés secrètes, les sociétés initiatiques, ont-elles quelque chose à révéler à leurs adeptes, bien sûr, sur cette thématique de l'immortalité? Et puis enfin, dans la quatrième et dernière partie, j'ai développé un petit peu les conceptions modernes Oui. justement sur ce thème, en particulier ce qu'on appelle le Transhumanisme, transhumanisme, oui. aidé par quelque chose dont on parle sans arrêt Oui. aujourd'hui, l'intelligence Oui, oui. artificielle, qui permettrait justement à la fois aux médecins, aux biologistes, aux chercheurs de trouver plus rapidement, parce que Hum, effectivement, l'intelligence artificielle, c'est une immense machine programmée. Il faut savoir que il y a au départ quelqu'un qui a programmé quelque chose, mais par je dirais, les mystères de la technologie moderne, cette machine a un raisonnement qui se rapprocherait, alors je ne sais pas très bien par quel moyen, parce que là, je ne suis pas féru en la matière, qui se rapprocherait de l'intelligence humaine, et donc de cette faculté de faire des développements, de faire des relations entre des thèmes différents, un petit peu comme le fait le cerveau humain. Donc voilà un petit peu la physionomie de ce livre. oui, j'ai bien apprécié justement dans le chapitre 4, la citation de Luc Ferry de la vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque, de l'éternité promise à la longévité réelle, vivre 150 ans ou plus, est-ce possible? Une question qui pose Voilà, dans son livre. oui. Alors effectivement, Luc Ferry, qui n'est plus à présenter, puisque Oui, effectivement c'est un philosophe, on le voit souvent à la télévision, il a développé cette idée fort intéressante que finalement, on, on pourrait dire la mort finalement, elle n'est pas inutile dans la mesure où, sachant que l'être humain n'est pas immortel, il sait qu'à un moment donné, ben, il aura une fin, et il va en quelque sorte, pendant ce court instant de vie, essayer de faire le maximum de choses, essayer en quelque sorte de réaliser le maximum de choses pendant ce moment. Alors, est-ce bien, est-ce mal? Moi, j'ai toujours en tête cette phrase de Kant. Si la Providence avait voulu que nous fussions heureux, elle ne nous aurait pas donné l'intelligence. Voilà ce que dit oui. Kant. Bon, alors, c'est assez pessimiste, effectivement. Voilà. Alors, effectivement, Luc Ferry développe cette idée que si nous vivions éternellement, en fait, euh, bah, euh, on- euh, il y aurait, les humains auraient une vie
aurait une vie, j'allais dire une vie uniquement végétative, c'est-à-dire que bah, il ne ferait pas de projet, dans la mesure où faire un projet, c'est vouloir faire quelque chose, Oui, oui. sachant que effectivement le temps qui Le nous temps reste est est compté, oui, infini. le temps est Le compté. temps est compté. Donc, euh, alors il arrive à cette idée effectivement que le, le- la, la fin de la vie, la mort, eh bien, finalement, elle n'est pas si inutile que ça dans la mesure où elle nous permet de programmer une existence et d'essayer d'en tirer le maximum. Est-ce qu'on peut revenir au chapitre 1 avec l'épopée là de Gilgamesh. Alors, Gilgamesh, ouais. Gilgamesh, d'abord, c'est quelque chose de très ancien. Ce sont des textes qui ont été gravés sur des tablettes d'argile, vous voyez, 2000 ans avant notre ère. Et pratiquement, c'est le texte le plus ancien qui existe gravé, donc sur des tablettes, comme je viens de l'indiquer, qui parle de la vie et de la mort. Et en fait, l'histoire, c'est celle d'un petit souverain de Mésopotamie qui euh, prend contact avec la mort, avec celle de son meilleur ami, Enkidu, qui meurt. Et effectivement, Gilgamesh prend conscience du fait que on n'est pas éternel. Et alors, il essaie de courir après tous les dieux de la Mésopotamie qu'il va essayer de rencontrer pour qu'il lui donne l'immortalité. Et en fait, il ne la trouvera pas. Mais en revanche, si vous voulez, la finalité de cette histoire, qui est un petit peu une histoire, un conte initiatique, c'est que finalement, à la fin de cette histoire, eh bien, il aura pris conscience que la mort, finalement, on ne peut pas la supprimer, mais si on arrange son existence d'une certaine façon, on pourra mieux l'aborder L'aborder plus au sereinement. moment ultime. Oui, voilà. Et là, je rebondis à ce que vous avez dit avec la citation d'André Comte Sponville qui disait un vivant, un peu de chair offerte à la morsure du réel. Oui. Ben oui, oui. Alors là, il est pessimiste lui aussi, effectivement, effectivement. Euh, oui, la morsure du réel. Ben oui, eh oui. Alors, d'ailleurs, depuis l'Antiquité, les philosophes, depuis Socrate, puisque Socrate est le premier à dire, bah finalement, la mort c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Effectivement, puisque lui, Socrate, avait été condamné par comment dirais-je, les magistrats de son époque à boire la ciguë parce qu'il n'avait Ouais. pas enfin, il n'avait pas vénéré certaines divinités de l'Olympe. Donc, il était condamné à la mort. Et finalement, il arrivait à cette idée que c'était encore la meilleure chose qui puisse lui arriver. Voilà. Donc, c'est depuis Socrate, effectivement. Alors, parmi les philosophes contemporains que j'ai cités, il y a Schopenhauer qui est le plus pessimiste, qui dit que finalement, c'est la mort est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Mais Schopenhauer avait eu une existence très chaotique et finalement, bah oui, la vie ne l'avait pas beaucoup aidé et donc, bah, il était arrivé à cette idée que la mort était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Alors, par contre, moi, je suis plutôt un adepte de Spinoza qui, lui, dit, mais finalement, la meilleure façon comment dirais-je, de ne pas mourir, c'est de ne pas penser à la mort par contre, de penser à la vie et d'essayer de faire le maximum de choses pendant cette existence. Voilà, un petit peu. Voilà, je termine par ces deux pensées et j'ai dit, finalement, le lecteur choisira. Voilà. En fonction Entre, de ces. entre Spinoza et Schopenhauer. Voilà, c'est ça. Donc, on peut peut-être passer au chapitre 2, si vous pouvez développer un petit peu. Le chapitre 2, sans la mort, qui aurait-elle une philosophie de la vie? En fait, on l'a déjà un peu abordé, hein, déjà dans la discussion. Mais est-ce que vous avez encore des choses à préciser sur ce chapitre 2 par rapport à la nécessité de la mort, par rapport à ce qui vient d'être dit?
Oui, bah, dans ce chapitre 2, effectivement, je développe cette idée que, effectivement, que la philosophie n'existerait pas si la mort n'existait Ouais. pas, c'est ça? Y aurait-il une Oui. philosophie de la vie sans la mort, en fait, voilà. Y aurait-il une philosophie de la vie sans la mort? Ouais. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui vient d'être dit, Oui. dans la mesure où qu'est la philosophie? C'est étymologiquement l'amour de la sagesse, de la vérité. Et donc, bah, c'est parce que nous sommes mortels que nous nous sommes mis, enfin les humains se sont mis à penser justement à cette fin ultime et à justement développer la philosophie, c'est-à-dire toute cette réflexion sur la vie, sur le sens de la vie. Et donc, sans la mort, effectivement, la philosophie n'existerait pas. C'est ce que développe, c'est ce qu'a développé, comment dirais-je, la plupart des philosophes. Oui, C'est ce qu'a développé, tout à l'heure, nous l'avons Spinoza, oui, cité, Spinoza aussi. euh, Spinoza et Luc Ferry également, Oui. qui reprend un petit peu cette thématique. Donc, j'effeuille un peu le livre, je parcours, pardon. Donc, on va peut-être arriver à la troisième partie, Société secrète et sciences parallèles. Alors, société secrète et sciences parallèles. Effectivement, si vous voulez, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Euh, nous avons tous en tête cette image de de celui qui se faisait appeler le comte de Saint-Germain, Mm. qu'on avait surnommé le Rose-Croix immortel. Alors, Saint-Germain était-il membre de cette société secrète qui s'appelait la Rose-Croix? On n'en sait rien, mais ce que l'on sait, c'est que, d'ailleurs, Voltaire avait dit à propos de Saint-Germain, cet homme qui sait tout et qui ne meurt jamais. Bon, bon. Alors effectivement, personnage très curieux. Alors, je me suis mis à réfléchir à la chose suivante. Euh, que peut, que peut nous apporter justement ce qu'on pourrait appeler ces sciences parallèles qui sont véhiculées par des sociétés secrètes ou discrètes comme la Rose-Croix? Eh bien, en fait, c'est une certaine forme de sagesse. C'est une certaine forme de sagesse, euh, avec peut-être en plus, au Moyen Âge, ça c'est quelque chose qui est très curieux, c'est la confection de ces fameux élixirs de vie. Mm. Ces fameux élixirs de vie dont on ne sait pas grand-chose dans la mesure où aucun écrit n'est resté véritablement. Euh, il y a un alchimiste contemporain qui s'appelait parce il est plus de ce monde, Armand Barbeau, Mm. qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait L'or du millième matin. Et Armand Barbeau, qui était chimiste de formation, euh, aurait retrouvé, en utilisant un petit peu la méthode des alchimistes du Moyen Âge, aurait retrouvé ce qu'étaient ces élixirs de vie. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti de cette grande idée que les alchimistes utilisent les forces de la nature et utilisent les forces de la nature pas n'importe quand, mais à un certain moment, Mm. au début de l'année, au printemps où les alchimistes disaient que le cosmos, l'univers, nous projette quelque chose qui rend la Terre féconde. Mm. Voilà, et qui rend la Terre féconde, et effectivement, c'est vrai, au printemps, ben, la nature refleurit, les plantes reverdissent. Mm. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il aurait retrouvé le processus
ce processus alchimique ou chimique, si vous préférez, justement, qui se produit à ce moment-là. Et il prétend que en faisant différentes manipulations, on arriverait à recréer artificiellement ces fameux élixirs de vie. Bon, il n'est pas éternel, je crois que Armand Barbeau est mort, il avait plus de 80 ans, mais enfin, alors il y a une chose, par contre, qui m'a beaucoup surpris, à la fin de mon livre, je fais une liste de tous les alchimistes très connus, Nicolas Flamel, ayant vécu à différentes époques, Fulcanelli, le comte de Saint-Germain, et vous regarderez, vous vous apercevez que ces gens-là sont morts à tous à plus de 80 ans, à des époques où l'espérance de vie, par exemple pour Nicolas Flamel, qui est au XIVe siècle, était de 30 ans. Nicolas Flamel est mort à 89 ans, ou 87 ou 89 ans. Je donne un âge que j'ai trouvé, enfin, qui m'a été donné par des valeurs sûres. Le comte de Saint-Germain, ben lui, on ne sait pas quand il est mort. Alors bon, et alors chose étonnante, Fulcanelli aussi. Donc il y a quand même quelque chose de curieux qu'il faut prendre en considération, c'est le fait que tous ces gens-là, effectivement, bon, ils sont pas éternels, ils n'étaient pas éternels, encore que certains ont prétendu que Nicolas Flamel, longtemps après sa mort, certains l'auraient revu dans des pays lointains, de même que le comte de Saint-Germain, de même que Fulcanelli. Enfin bon, ça n'est pas prouvé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont morts à des âges beaucoup plus grands, beaucoup plus élevés que leurs contemporains, voilà, à leur époque. L'annexe dont vous parlez, c'est à page 142, oui. C'est l'étonnante longévité des alchimistes, et qui arrive juste après la dernière phrase de l'épilogue, une phrase de Spinoza. La véritable sagesse est une méditation non sur la mort, mais sur la vie. Le lecteur choisira. Donc, vous avez compris. Voilà. Et tout de suite derrière, je vois qu'il y a l'annexe, effectivement, de la longévité des alchimistes. Donc, quel est le point que vous voudriez encore développer par rapport à ce livre très... Alors, le dernier point, la quatrième partie, oui, c'est-à-dire le transhumanisme. Alors, ça, c'est quelque chose de très étonnant. Transhumanisme, l'humanisme au-delà de l'humanisme. Alors, c'est un ensemble de philosophies, de théories au départ, qui sont pas toutes récentes, qui ont dans les années 60, qui viennent des États-Unis évidemment, comme beaucoup de choses, et des chercheurs, en particulier des biologistes, des biochimistes, des médecins, se sont penchés sur ce phénomène de la vie, en étudiant ce qu'on appelle les gènes des cellules d'organismes vivants. Et paraît-il, il serait arrivé en modifiant, enfin en intervenant sur ces longues chaînes moléculaires, oui, en double hélice qu'on appelle les molécules d'ADN, eh bien, en faisant différentes tractations, modifications, il serait arrivé sur des animaux de laboratoire, à les faire vivre plus longtemps. Ça a été ça le point de départ du transhumanisme. Ensuite, mais ça n'est que la première partie de cette théorie. La seconde partie serait de créer des êtres artificiels. Alors là, on est en pleine science-fiction, parce que ça ne s'est pas encore produit, et je pense que ça ne risque pas de se produire. Nous ne le verrons pas, mais peut-être que dans 100 ans, effectivement, ils réussiront à créer des êtres artificiels avec un cerveau artificiel. Réalisé comment? Eh bien, imaginez
que par une opération très complexe, on réussisse à, en quelque sorte, prendre toute l'intelligence d'un être humain, la mettre sur une clé USB, vous mettez tout ça sur une clé USB et vous branchez la clé USB sur sur le cerveau artificiel de ces êtres, de ces futurs êtres artificiels eux aussi. Et vous créez effectivement une intelligence artificielle des êtres qui seraient des génomes en quelque sorte d'êtres humains. Voilà un petit peu, mais pour moi c'est un petit peu de la science-fiction pour l'instant. La seule chose, c'est qu'effectivement, j'allais dire, je ne sais pas si j'ai employé le terme dans mon livre, en bidouillant les génomes et les gènes d'êtres vivants, on réussit à les modifier et à les faire vivre un petit peu plus longtemps. Ça, c'est le progrès actuel. Le progrès actuel qui posera quand même un problème au niveau de la philosophie et de la façon de l'âme de l'être humain. Et je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui va avoir des grosses conséquences, je pense, sur notre vie, sur la création et l'art, etc. Donc, il y a les deux côtés du progrès de l'IA. Donc, l'éternité, pourquoi pas, mais à quel prix? Voilà, À c'est quel ça. prix? Oui. Oui, à quel prix? Oui, parce qu'effectivement, les conséquences sont impensables. Si vous faites vivre des gens 150 ans, mettons, ben, ça veut dire qu'ils vont travailler jusqu'à quel âge? Ils vont travailler au-delà de 100 ans, certainement. Faut pas croire qu'ils vont partir en retraite à 62 ans. Donc, ils vont travailler plus longtemps. Du coup, travaillant plus longtemps, va se poser des problèmes de chômage pour ceux qui arrivent sur le marché du travail. Enfin, vous voyez un petit peu Oui, l'ensemble de problèmes qui peuvent se présenter à l'horizon de cette ère futuriste. voilà, ben, je pense que vous avez encore des choses à ajouter ou bien on peut considérer qu'on a fait le Bah, tour on peut, de oui, livres ou pas? oui, je pense qu'on a fait le tour du livre. Alors, Ouais. simplement, je reviens sur cette, cette cassette, enfin, qui a été trouvée dans la voiture où se trouvait euh, 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 Xi Jinping Ah oui, et et- Vladimir Poutine, oui. et Vladimir Poutine. Une conversation, cette clé USB a enregistré une sorte de conversation sur laquelle Poutine disait, bah oui, l'immortalité, on y travaille par des transplantations d'organes. Alors je sais que les Russes sont forts là-dessus, mais les Chinois peut-être plus encore parce que effectivement, eux ont réussi à faire comment dirais-je, des modifications génétiques. Ça, on en est sûr. Voilà. Alors donc, ben voilà, c'est un petit peu la fin de notre, de notre propos. Bien, ben écoutez, je vous remercie d'avoir accordé cette interview au sujet de la sortie de votre livre et je vous souhaite le meilleur encore de vivre de façon, comment dirais-je, humainement par rapport à l'IA qui s'implante et qui va bouleverser de plus en plus nos vies. On n'est qu'au début là, hein, donc Oui, ben oui. bon, ben.